Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine présentée par Aurélie Véron. Découverte Magazine cette semaine consacrée à Agrinov. On est installé à Nérac, justement, dans les locaux d'Agrinov. On va en savoir un petit peu plus, justement, sur cette structure. Mais d'abord, nous recevons avec nous Émilie Clessac et Éric Gargadenec, tous les deux associés à Gascogne Formation. Gascogne Formation, on le retrouve justement dans cet ensemble Agrinov. Est-ce que c'est pour une raison toute particulière ou juste parce que c'était l'occasion d'y être. Allez, on va donner la parole à Émilie. Oui, bonjour, merci de nous recevoir. Donc nous, on s'est installé à la Technopole Agrinov tout simplement parce qu'il y a des bureaux à disposition, des salles de formation. Donc pour commencer, pour débuter, c'est toujours intéressant d'avoir des bureaux et une salle à disposition à moindre coût. Donc, et puis, on travaille tous ensemble, donc c'est important d'échanger avec d'autres personnes extérieures à la structure. Donc c'est pour ça qu'on a pris le choix aussi de s'installer au sein de l'Albret aussi, parce que c'est un endroit, un secteur où il n'y a pas beaucoup de propositions de formation ou de centres de formation. Donc on voulait proposer nos formations et d'autres accompagnements au secteur de l'Albret. D'accord. Alors on va présenter justement Gascogne Formation. Donc vous l'avez dit, c'est une jeune entreprise ? Oui, à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans. On a commencé en avril 2023. 2 ans et demi. Nos formations ont commencé en juin 2023. Là, on se développe petit à petit. On travaille beaucoup sur le secteur de l'Albret et aussi d'autres secteurs en Lot-et-Garonne et quelques départements comme le Gers ou les Landes. Quels sont les types de formations qui sont proposées ? Alors, on dispense des formations réglementaires, les formations obligatoires au Code du travail. Aussi, comme le sauveteur secouriste, l'habilitation électrique, les CACES, puisque depuis à peu près un peu plus d'1 an, on a une plateforme CACES. Rappelez-nous CACES. C'est certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. D'accord. Voilà. Et on dispense des formations au sein des entreprises et dans les locaux d'Agrinov. Voilà, en inter-entreprise, quand les entreprises ont peu de salariés. Donc ça peut être aussi un choix de ne pas organiser les formations dans leurs locaux. Et on dispense aussi tout ce qui est formation bien-être, management, communication non violente, gestion des conflits. Et on a un nouveau domaine depuis à peu près 1 an. On accompagne les entreprises au document unique, tout ce qui est prévention, sécurité, quart d'heure sécurité. Donc Jean-Marc, qui est un de nos associés, les dispense et accompagne les entreprises sur ce secteur. D'accord, donc vous êtes 3 associés, c'est bien ça ? Oui, 3 associés. Et donc vous avez chacun votre spécificité. Émilie, oui, voilà. Moi, je m'occupe plus tout ce qui est administratif, commerce, tout ce qui est qualité, puisqu'il faut avoir Calliope maintenant pour dispenser les formations, pour que les entreprises puissent être remboursées des formations par leur OPCO, on appelle. D'accord, donc c'est un site internet où on réserve les formations, on se fait rembourser. Non, Calliope, c'est un agrément. C'est une certification ce qui permet en fait aux OPCO des entreprises. On fait une demande et ils sont remboursés. Voilà. D'accord, ok. Et Jean-Marc s'occupe de tout ce qui est formation aussi, il dispense certaines formations. Et après, il accompagne les entreprises sur tout ce qui est prévention, donc mise à jour d'un document unique, création d'un document unique. Et Eric, qui est à côté de moi, va pouvoir décrire. Il va nous dire, oui. Voilà, Eric va nous dire ce qu'il dispense comme formation et ses compétences. Alors, expliquez-nous justement, Eric, en tant qu'associé, vous êtes formateur aussi, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que vous faites comme formation ? Concrètement, donc, au niveau des formations réglementaires par rapport à l'obligation d'avoir une autorisation de conduite, ça va des engins de chantier en passant par les chariots élévateurs, les nacelles, l'échafaudage, que ce soit échafaudage roulant, échafaudage de pied, l'habilitation électrique. Et ça veut dire que vous devez être équipé de tout le matériel ou c'est de la formation théorique ? Alors de toute façon, il y a une formation théorique et de toute façon, il y a une formation pratique. Pour ce qui est des formations en relation avec des engins, nous passons par
par l'intermédiaire de location pour l'instant. Et pour ce qui est de l'habilitation électrique, il y a suffisamment de matériel en général là où on donne l'information pour pouvoir effectuer concrètement des formations pratiques. Et puis, donc, la plupart du temps, vous faites ces formations en entreprise? C'est vous qui vous déplacez? Oui, alors hormis pour les formations CACES, puisque là, ça doit se passer impérativement dans un OTC. Donc là, effectivement, les stagiaires sont obligés de venir ici et pour pouvoir faire et la théorie et la pratique, notre base pratique étant à Canal-Bray. Et autrement, effectivement, ça se passe directement en entreprise. Oui. À Greenov, on est sur une technopole, un petit peu, si je ne dis pas de bêtises, réservée au métier de l'agriculture. Ce sont aussi vos clients, les agriculteurs? Oui, on travaille avec le secteur agricole, on va dire que c'est 20-25% de nos clients. D'accord. C'était un petit peu l'accord en fait de venir s'implanter à la pépinière. Il fallait quand même qu'on propose des formations aux agriculteurs et le secteur agricole. Après, le statut des sociétés agricoles est que de toute façon, on ne peut pas non plus on peut pas leur proposer toutes nos formations parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes réglementations que les autres sociétés. Ah d'accord, ok. Ah, mais ça, je l'ignorais aussi. Ok, donc c'est chaque secteur spécifique et justement... Alors, c'est pas chaque secteur, c'est effectivement le monde agricole peut fonctionner sans les mêmes obligations. Alors bon, est-ce que c'est pertinent ou pas, ça c'est une autre question, mais il s'avère qu'effectivement les obligations ne sont pas les mêmes. D'accord. Et le secteur de la formation, justement, c'est quelque chose qui vous demande de modifier régulièrement les formations? Vous êtes dépendant de programmes particuliers, de sécurité, de choses comme ça? Après, on suit un petit peu les directives du Code du travail. Déjà en priorité. Après, on se renseigne sur pas mal d'organismes, on va dire, ou d'institutions comme l'OPP-BTP, l'INRS. Vous voyez, pour la formation sauveteur secouriste, on doit avoir un agrément validé par l'INRS. Après, sur le monde agricole, on parle aussi de certibiocide ou certifito, mais là, c'est un agrément spécifique. Donc voilà, peut-être qu'un jour, on demandera l'agrément, mais pour le moment, on n'a pas encore fait la démarche. D'accord. Oui, Eric? Après, les formations, de toute façon, évoluent en fonction, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne, en fonction des accidents. Donc l'État, par l'intermédiaire de la CARSAT, peut très bien décider que dans tel ou tel domaine d'activité, parce qu'il y a eu trop d'accidents et que concrètement, ça coûte trop cher au système, automatiquement, il y a une formation qui va naître. Et dans ces cas-là, effectivement, nous, on se positionne pour faire les nouvelles formations ou pas, mais en général, oui. C'est quelque chose, justement, j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler, et heureusement, de ces personnes qui ont eu des accidents à leur travail ou même des accidents qui les ont touchés physiquement ou qui sont décédés aussi. C'est quelque chose qui était resté assez tabou et qu'en effet, on arrive à en parler un peu plus aujourd'hui. Oui, on en parle un peu plus, ça c'est sûr. C'est quand même important. Je pense qu'en France, on n'est pas bien placé au niveau des accidents du travail par rapport à d'autres pays. Donc, nous, on essaye de travailler justement avec la CARSAT, l'OPP-BTP, l'INRS, l'inspection du travail aussi, pour faire évoluer un petit peu les mentalités, parce que c'est très compliqué de former les salariés. Voilà, c'est pas encore rentré dans les mentalités de certains dirigeants, mais je pense que c'est important. On a l'impression que c'est pas perdre du temps, oui. Mais ça fait une journée où le salarié n'est pas à disposition de l'entreprise, en fait, alors qu'au final, c'est pour lui apprendre à mieux travailler. Oui, se protéger aussi, ça protège le dirigeant aussi, de former les salariés. Vous voyez, le document unique, c'est quelque chose d'obligatoire dès qu'on a un salarié. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont pas à jour ou qui l'ont pas du tout créé, parce que peut-être par manque d'information aussi. Donc oui, on comprend que c'est une perte des fois d'une journée ou deux, mais c'est important. Et puis on peut aussi organiser la formation sur mesure. Ça nous est arrivé de travailler des samedis pour arranger l'entreprise. On est là aussi quand même, notre priorité, c'est accompagner les dirigeants et les entreprises. On accompagne les salariés, mais aussi les patrons. Et le but, c'est de les accompagner au mieux pour éviter justement les accidents de travail et que ça se passe bien. Donc à chaque fois, ça vous demande par exemple
de rencontrer l'entreprise, de la connaître, d'apprendre à la connaître et pour vous adapter au niveau de votre proposition de formation. Oui, voilà, il y a des formations où il y a des journées qui sont obligatoires, on ne peut pas faire autrement, mais après sinon on s'adapte, surtout quand on intervient dans les locaux de l'entreprise, on s'adapte à l'entreprise. Pour nous, il faut les accompagner et évaluer aussi les salariés au réel, ce qu'ils font tous les jours. C'est le plus important parce qu'on peut corriger justement les mauvaises habitudes. C'est pas qu'ils travaillent mal, c'est juste qu'on prend tous des mauvaises habitudes. Tout à fait. Voilà. Eric, est-ce que ce métier de formateur, c'est votre premier métier ? Ah non, pas du tout, non. non, pas du tout. En plus, ça m'est arrivé complètement par hasard. Par rapport au cours de ma vie, juste quand il fallait. Puisque c'est vrai que les chantiers arrivent à un moment, de toute façon, c'est quand même relativement difficile physiquement parlant. Et puis pas que ça, d'ailleurs. Donc oui, c'est arrivé à un moment idéal pour moi. Et de toute façon, la transmission ne peut que se faire qu'après avoir eu, de toute façon, déjà un passé. Difficile d'être formateur dans ce genre de domaine quand on est vierge. C'est délicat. Ne serait-ce que par rapport au public qu'on a en face de nous, qui lui, de toute façon, a un métier. Parce que la formation, c'est quand même un échange. On n'arrive pas on ne travaille pas avec des personnes qui sont là simplement que pour apprendre. Et on travaille avec l'acquis des gens. Donc, il faut quand même avoir une certaine expérience dans le domaine dans lequel on s'exprime quand même. Parce qu'autrement, là, le public, et il a raison d'ailleurs, condamne très fort. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est une activité qui vous plaît énormément ? Ah oui, tout à fait. De toute façon, il faut. Hein. Oui. Oui, parce que bon. Émilie fait signe que oui aussi. Il faut. Oui, parce que c'est quand même une certaine énergie, c'est quand même. Et puis bon, il y a la redondance, il faut quand même garder une certaine fraîcheur. Oui, il faut le travailler quand même. Il faut être passionné. Il faut être passionné, oui. Oui, il faut quand même aimer son métier, parce que bon, le fait de rencontrer les gens, effectivement, moi je considère que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais enfin bon, quand on n'en a plus envie, ça doit être très compliqué. Tout à fait. Bon, en tout cas, on voit que tous les deux vous êtes passionnés parce que vous en parlez très très bien. Si on souhaite en savoir plus sur Gascogne Formation, est-ce qu'il existe un site internet ? Oui, on a un site internet, gascogneformation.fr tout simplement. Et après, ils peuvent m'appeler. Voilà. On a un mail, un numéro de téléphone et on se fera un plaisir de rencontrer nos futurs clients. Donc, que ce soit de la formation proposée par un chef d'entreprise, par un employeur ou en tant qu'individuel avec comment on appelle ça, notre compte formation. Oui, voilà. On peut aussi vous contacter. Oui. Toutes nos formations sont ouvertes à tout public. Voilà, que ce soit les entreprises privées, les collectivités ou les personnes qui veulent utiliser leur compte formation. On est là pour les accompagner au mieux. Très bien. Et bien en tout cas, merci à vous d'avoir pris un petit moment pour nous présenter Gascogne Formation. Donc merci Émilie Claysac et merci Eric Gargadenec, tous les deux associés de Gascogne Formation. Merci à vous. Merci à vous. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Deuxième partie de ce Découverte Magazine consacrée à la Technopole Agrinov. Et nous avons maintenant avec nous Jean Pradel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gérant et fondateur de deux activités. Il y a Form2Fab et Fabi, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut peut-être déjà parler de Fabi ? Elle est où ? C'est quoi l'origine ? L'origine, c'est Form2Fab. Donc Form2Fab, on forme à la conception 3D et à la conception pour la fabrication numérique. Donc on a des contenus de formation autour de logiciels et on forme des entrepreneurs qui souhaitent lancer une activité liée donc à l'impression 3D, à la CNC, à la découpe laser. Et on forme aussi des professionnels. Ça peut être des bijoutiers, des architectes qui ont besoin d'incorporer ces compétences en modélisation 3D pour profiter de toutes les possibilités qu'offrent ces logiciels aujourd'hui. Quelles compétences il faut avoir justement pour savoir utiliser l'impression 3D, la technique au laser ? On est informaticien ? On est quoi ? C'est une très bonne question. Tout s'appuie sur une compétence métier. Vous êtes bijoutier, vous avez une compétence sur le travail à l'établi et la fabrication de bijoux. Et à ça, vous adossez une compétence numérique qui vous permet de traduire en fait vos pratiques métiers en 3D pour pouvoir, par exemple, une bague, décliner une bague en différentes tailles. Alors que si vous travaillez à la main, par exemple, chaque bague, c'est une cire.
Donc vous gagnez en efficacité, vous explorez des champs de possibilités offerts par l'impression 3D, où vous avez des possibilités de fabriquer des formes qui ne sont pas réalisables par d'autres méthodes, mais aussi la 3D permet de valoriser ce que vous réalisez. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous pouvez la modéliser et éventuellement réaliser ce qu'on appelle un rendu photoréaliste pour présenter à vos clients avant de vous engager dans le projet pleinement. D'accord. Donc compétence métier et ensuite une compétence qu'on vient adosser avec une appétence pour le numérique et en général ça, une bonne formation, ça le fait. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des métiers, notamment bijoutiers, où on n'a pas encore ces compétences 3D, etc. Et puis justement, on vient se former pour développer un nouveau secteur de son métier, une nouvelle manière de faire en fait. Effectivement, pas tous les métiers ont dans leur parcours initial un contenu de formation et transmettent des compétences qui permettent d'avoir un usage professionnel des outils numériques. C'est une réalité et on le constate tous les jours. Alors voilà, il y a des cas où certaines écoles et certains parcours forment, d'autres sont sortis de formation ou de parcours initial il y a un certain temps et à un moment où ces compétences n'étaient pas enseignées. Mais je pense qu'en France, on a encore la possibilité de faire beaucoup d'efforts sur le numérique pour enseigner ces compétences et pas opposer le travail manuel au travail numérique comme on a souvent tendance à le faire. Alors ces formations, elles sont données comment on suit une formation à Form2Fab? On était principalement en formation en salle. On a en formé ici, mais on a aussi une salle de formation à Paris. Et on faisait ce qu'on appelle de l'intra, où on se déplace chez le client et on forme. Jusqu'au Covid, on avait numérisé tous nos contenus, simplement comme un contenu qui était accessible hors ligne après la formation. C'est dense, ça prend du temps. Et le reparcourir est une vraie possibilité. Et donc on avait ce contenu qui était complètement digitalisé avant le Covid. Le Covid est arrivé et on a basculé en numérique. Il y avait on disposait tous de temps. Beaucoup ont fait bon usage de ce temps et se sont formés à la 3D. Et depuis, 90% de nos apprenants se forment par le biais de l'e-learning en réalité. Donc e-learning et contenu enregistré et sessions individuelles où on accompagne et on contextualise complètement la formation. Maintenant, on a encore une salle de formation à Paris où on enseigne ces compétences en salle avec un formateur qui est présent. D'accord, oui, ça reste aussi important quand même d'avoir de vrais échanges. Alors les échanges sont vrais dans la mesure où nos parcours, on a un café de rentrée, on a des sessions collectives, mais aussi on a des cours particuliers avec les apprenants où on est en cours particulier, avec pour les accompagner, régler les difficultés qu'ils ont rencontrées et éventuellement aller plus loin aussi sur le contenu. L'impression 3D, ce secteur, c'est un secteur encore en évolution. La formation d'il y a 2 ans est différente de la formation d'aujourd'hui? C'est une bonne question. Le France Compétences, on s'appuie sur des compétences qui sont notamment éligibles au CPF et pour être éligible au CPF, il faut qu'elle s'adosse à des certifications. Donc, parmi les certifications, une des certifications sur lesquelles on forme le plus, c'est conception pour la fabrication additive. Donc, c'est une compétence d'avenir, même si elle n'est pas classée comme ça par France Compétences, et ça permet d'approcher en fait la modélisation pour tenir compte des possibilités mais aussi des contraintes de la fabrication additive. Il y a encore énormément de possibilités. C'est incroyable d'entendre un apprenant bijoutier qui découvre la fabrication additive et qui réalise que après avoir modélisé pris 2 heures pour modéliser sa bague, a la possibilité de la matérialiser en impression 3D et d'avoir la maquette physique avec lui. C'est absolument incroyable. C'est vraiment enrichissant et il y a un champ de possibilités énorme. Venons-en à Fabi. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette activité ?
Alors Fabi, donc on enseigne, on montre aux autres comment utiliser les outils numériques et Fabi, c'est notre laboratoire à nous. On met en œuvre en fait nos compétences en fabrication numérique pour fabriquer nos mobiliers. Donc on aime travailler chez Forme de Fab et chez Fabi et on a choisi donc tout ce qui est environnement de bureau et environnement d'atelier pour créer donc des systèmes de rangement en particulier, voilà, qui sont adossés à des techniques très anciennes, le French Clit, le taquet français, qui est tout simplement un tasseau qui est coupé avec un biseau à 45 degrés et qui permet de venir positionner des modules, voilà, et avoir un environnement, un atelier où les outils sont accessibles, c'est productif, mais aussi instagrammable. Et c'est sur mesure. Et c'est sur mesure. Absolument. Adapté à chaque activité de chaque client. C'est l'idée, absolument. D'accord. Donc, il y a une partie en bois, c'est bien ça. Et après, c'est tous les accessoires qui sont faits ils sont faits comment ? Alors, principalement en bois. Donc, on utilise, parmi les techniques de fabrication numérique, on utilise principalement la CNC, l'usinage. Mais on crée aussi des pièces en impression 3D, des clés pour venir assembler nos modèles en impression 3D. Donc, on combine les différentes techniques de fabrication numérique pour réaliser nos pièces, nos meubles. Et puis, ça permet aux clients aussi de pouvoir rajouter, modifier. C'est pas quelque chose qui va. C'est un bureau, un outil de travail qui va pouvoir changer, évoluer au fur et à mesure aussi. Exactement. Donc, il a à sa disposition. C'est un peu l'idée du pegboard, du panneau à trous. Voilà, c'est un sorte de canevas vierge sur lequel il peut venir positionner donc des modules qui sont faits par nous, mais éventuellement d'autres modules qui permettent de personnaliser complètement son espace de travail. Jean Pradel, votre installation ici à la Technopole à Greenove, pourquoi ? L'activité de formation est née à Cassaigne, dans le Gers. On est un peu à l'étroit. À Cassaigne, on cherchait un environnement où on avait atelier et aussi bureau. Et voilà, cet environnement correspondait exactement à ce qu'on cherche. Maintenant, on réalise aussi que nos formations sont plutôt orientées vers... on travaille assez peu en local. C'est des entreprises, des petites entreprises, mais aussi des grandes entreprises en région parisienne, région lyonnaise, en Suisse et ailleurs, qui viennent vers nous pour les formations et ont souhaité un ancrage plus local. Et l'opportunité d'être ici à Greenove, c'est aussi l'opportunité de rencontrer un écosystème plus local. Et vous, Jean Pradel, vous en êtes venu comment à cette activité ? Est-ce que c'est depuis toujours ou il y a eu un déclic entre même la formation, enfin avec la 3D en général ? Personnellement, je fais partie de ces personnes et ces générations qui sont un peu touche à tout, qui ont fait... je suis ingénieur de formation, j'ai fait du semi-conducteur, ensuite je suis parti dans l'informatique dans un grand groupe, et puis après un certain temps, je cherchais à renouveler mes compétences et mes appétences, et je me suis tourné vers la 3D et la fabrication numérique. Je le dis assez souvent aux apprenants et à ceux qui aspirent à rentrer dans ces métiers, j'ai l'impression de retomber en enfance et de rejouer avec des mécanos et des Lego à l'âge adulte bien avancé. C'est extrêmement ludique. C'est aussi, ça fait travailler il y a les aspects cognitifs où il y a des problématiques assez complexes. Il y a de l'abstraction parce qu'il faut réfléchir de manière abstraite aux formes. C'est excessivement satisfaisant. C'est un peu le parallèle que j'allais faire avec les joueurs de briques. C'était un petit peu ça. C'est ça aussi l'impression 3D. On joue toute la journée. Et c'est tout à fait ça. Et les apprenants qui partagent plusieurs activités, des activités plus manuelles, plus en atelier, etc. Aspirent à passer plus de temps sur ces aspects de leur métier. Quand on entend ça, on est vraiment satisfait, je le comprends. Et je pense que on va finir en tout cas pour ma part, ma carrière sur ce métier que j'aime beaucoup. Si on souhaite en savoir plus justement sur Form2Fab et
Fabi. Est-ce qu'on peut les retrouver sur Internet ? Absolument. Donc, vous allez trouver le site formedefab.com et fabi.fr. Et n'hésitez pas donc à consulter, à regarder ce qu'on fait et échanger avec nous. Donc, toute l'équipe est là et tout à fait disposée à échanger avec vous si vous avez une appétence pour ce qu'on fait. Au moins une petite curiosité, il faut aller faire un tour parce que même si on ne connaît pas du tout, c'est vrai que c'est un nouveau secteur, il faut le découvrir, c'est super chouette. On a les enfants aussi qui apprécient déjà parce que c'est vrai qu'il existe un peu dans certains lieux culturels des initiations à l'impression 3D, etc. Donc les enfants ont l'air très facilement intéressés. C'est comme vous l'avez dit, c'est peut-être aussi ce côté très ludique et puis ce résultat rapide qui est très intéressant. C'est tout à fait vrai. J'étais semaine dernière à Agen au salon de l'étudiant local et qui s'adressait collégiens, lycéens et plus. Mais les collégiens qui ont été exposés à ces outils en cours de technologie sont des vrais moteurs, ont une vraie appétence pour ces sujets, une grande curiosité et ça fait vraiment très très plaisir de voir que ces jeunes générations voient tout le champ de possibilités et ont une aspiration pour ça. Ouais. Jean Pradel, merci, c'était un plaisir de faire votre rencontre et de découvrir votre quotidien à la Technopole Agrinov. Merci à vous. Merci à tous. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Dernière partie de ce Découverte Magazine consacré à la Technopole d'Agrinov. Et c'est vrai, chers auditeurs, vous avez été patients. On a fait la rencontre de deux entreprises vraiment intéressantes, mais on n'a pas encore vraiment expliqué ce qu'était la Technopole Agrinov. Alors, pour en parler, bien sûr, on a avec nous le directeur Hubert Casalis. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà, c'est parti, on se lance justement. Qu'est-ce que c'est la Technopole Agrinov ? Alors, Agrinov, c'est un projet qui a été porté depuis quelques années par le conseil départemental de Lot-et-Garonne et la communauté de communes autour de Nérac, qui aujourd'hui s'appelle Albret Communauté. Et l'idée, c'est d'implanter sur le territoire de l'Albret une technopole qui est liée à l'agriculture et à l'innovation. C'est-à-dire qu'on va accueillir sur cette technopole des entreprises qui sont, moi je dis souvent, on disait au début les filières amont de l'agriculture, mais peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Alors moi je dis ce qui est nécessaire à la production agricole. Pour produire en agriculture, on a besoin d'êtres humains d'abord, on a besoin de gens qui soient formés et qui soient en mesure d'accomplir un certain nombre de choses pour pouvoir produire. Il y a besoin de maîtriser un certain nombre de facteurs qui sont de plus en plus nombreux, liés à l'eau, le sol, voilà. Il y a besoin de matières premières, il y a besoin de semences, voilà, tout, etc., etc. Tout ce dont on a besoin pour avoir une production agricole optimale, tant en termes de quantité qu'en termes de qualité. Et c'est pour ça qu'on agrège un certain nombre d'entreprises qui ont l'air comme ça très différentes, mais qui toutes ont à voir de près ou de loin avec l'agriculture et l'innovation. Et c'est vrai que justement, avec les technologies, les innovations, les métiers de l'agriculture, ça devient de plus en plus large. Les connaissances sont vraiment de plus en plus larges aussi dans l'agriculture. Oui, absolument, parce que l'agriculture, elle est traversée par tous les enjeux que la société connaît, mais j'ai envie de dire facteur 10, parce que c'est sûr qu'un agriculteur, les changements climatiques, il va les prendre de plein fouet, les innovations technologiques, le numérique, il va être forcément concerné, les difficultés de trouver des personnes formées et accessibles en fonction de la saisonnalité, ça va forcément se répercuter sur son exploitation. Donc voilà. Et alors tout ça, ça nécessite beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'innovation, et c'est pour ça qu'on a pensé que c'était important qu'à Nérac, dans un département qui est très 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 marqué par l'agriculture, avec beaucoup de filières différentes, c'était important qu'il y ait une technopole qui concentre un peu tout ce savoir-faire. Ce qui ne veut pas dire qu'on les concentre tous, et ce qui ne veut pas dire qu'on veut les piquer aux autres. C'est pas du tout ça l'idée, mais l'idée c'est d'avoir autour du lycée agricole, autour d'un certain nombre de partenaires, un savoir-faire qui soit reconnu et qui soit justement au service de l'agriculture et des agriculteurs. Et puis Agrinov, c'est aussi un soutien, un accueil pour les jeunes entreprises. Oui, ça c'est essentiel. Pour toute technopole, il y a vraiment l'idée qu'il faut que les créateurs d'entreprises, ils trouvent sur la technopole à la fois des locaux,
Nous proposons des bureaux et des ateliers, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, un accompagnement, un partenariat qui leur permette de faire leurs premiers pas, 2, 3, 4 ans, de façon plus sécurisée, dans un environnement collectif qui est davantage porteur, avec des locaux et des ateliers adaptés. Leur donner toutes les chances de succès. Et d'ailleurs, les statistiques montrent qu'en pépinière d'entreprise, on a un taux de réussite qui est supérieur à ce qu'on a quand on part tout seul, dans son garage, chez soi. Donc voilà, cet accompagnement, ce partenariat, ce réseau qui se crée aussi entre eux et avec nous, il est tout à fait essentiel. On le voit, il y a de très très belles initiatives qui ont pris forme grâce à Agrinov, notamment avec le concours. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus ? Bien sûr, le concours Agrinov, on l'a créé au tout début d'Agrinov, à l'époque où on n'avait même pas encore le foncier, on était un peu hors sol. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire vivre Agrinov alors qu'on n'a pas encore le terrain de jeu, j'ai envie de dire. Et donc, on a regardé ce qui se faisait avant, il faut quand même rester modeste, on n'a pas tout inventé, loin de là. Mais voilà, le concours Innovation pour l'agriculture, c'était vraiment l'idée de dire, si vous avez un projet innovant pour l'agriculture, que vous soyez installé en Alsace, en Bretagne ou en Lot-et-Garonne, présentez-le et vous serez peut-être primé. Et en 10 ans, puisqu'on en est maintenant à 10 éditions, on a primé donc à chaque année 3 lauréats, donc on en est à 30 lauréats, mais j'ai envie de dire surtout, on a reçu 30 à 40 dossiers tout à fait intéressants chaque année, donc on a comme ça recensé 300 à 400 innovations pour l'agriculture. Alors on les a pas tous primés, loin de là, on les a pas tous accompagnés, loin de là, mais ça nous a mis vraiment au cœur de ce vivier, et ça nous a permis de se persuader encore un peu plus que même si on entend beaucoup de choses sur l'agriculture et parfois des discours un peu misérabilistes, parfois des discours un peu négatifs, l'agriculture c'est aussi un milieu extraordinairement vivant, où il y a beaucoup d'innovations, où il se passe énormément de choses, avec beaucoup, qui évoluent sans cesse. Et ce concours, il nous a permis de le mettre en avant, et en primant chaque année 3 candidats, de le montrer. Alors je précise quand même, parce que je viens de dire chaque année, que à partir de maintenant, et j'en suis désolé pour les porteurs de projets, on va faire le concours 1 an sur 2. Donc le prochain concours sera en 2026-2027, tout simplement parce qu'on avait besoin du concours au début pour se montrer. Aujourd'hui, avec la pépinière et le parc d'activités, c'est un besoin qui est un peu moins urgent. Donc voilà, on va avoir cette alternance entre le forum et le concours d'une année sur 2. D'accord, oui, c'était important de le préciser, bien entendu. Est-ce que ce concours, ça permet aussi de garder ces initiatives Cocorico un petit peu chez nous, en Lot-et-Garonne aussi? Voilà. Alors là, il y a eu un choix douloureux à faire, parce que soit on veut absolument que ça soit du local, et on crée un concours départemental, et on aura de très belles réalisations, parce qu'il y a des très belles réalisations dans le département, mais on ne va pas atteindre les mêmes cibles au niveau quantitatif. Et nous, on a fait ce choix-là, que l'Agropole a fait le même, mais il y en a d'autres qui font un choix différent. On a fait le choix d'avoir un concours national, ce qui veut dire que parfois ça nous arrive de primer, je vais le dire avec un sourire que les auditeurs ne voient pas, mais peut-être est-ce qu'ils l'entendent quand même un peu, ça nous arrive de primer des étrangers, c'est-à-dire des gens qui, c'est terrible, ne sont pas dans le Lot-et-Garonne, et qui peut-être n'y viendront jamais. Mais c'est le choix pour positionner notre concours au niveau national, il fallait accepter ça, il fallait accepter que parfois on va primer des gens qui finalement après vont retourner dans leur Alsace natale, et voilà, et l'impact pour le département sera peut-être pas si extraordinaire, mais la fois d'après, toujours parce qu'on a un concours national, on va attirer une entreprise, comme ça a été le cas avec par exemple Open Terre de Houblon. 2 étudiantes qui sortaient d'AgroParisTech et qui venaient de faire un stage sur le houblon se rendent compte qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a de plus en plus de brasseries qui ne trouvent pas de houblon local, se disent tiens, on va créer une entreprise sur le houblon, tiens, il y a un concours sur l'innovation, évidemment je résume, on va y participer, tiens, on a le premier prix, il nous faudrait une parcelle expérimentale, le lycée agricole répond présent, également au Lot-et-Garonne. Elles s'installent en Lot-et-Garonne, elles y sont toujours. Aujourd'hui, elles sont au campus numérique après être passées par Agrinov puis par l'Agropole. Moi, j'ai envie de dire, c'est tiercé gagnant, quoi. Il y a pas de. Et encore une fois, et là aussi, il n'y a pas que la question du département. Que l'entreprise s'installe à Agrinov, à l'Agropole, au campus numérique ou chez un autre partenaire, elle est en Lot-et-Garonne, elle s'y développe, elle y embauche du personnel. C'est encore une fois tiercé gagnant, il n'y a pas de souci. Voilà, le Lot-et-Garonne est une belle terre d'accueil. Oui, c'est ça. Et pour les innovations en particulier. Ouais. On peut le dire à nos auditeurs, on est situé à Agrinov et donc situé à Nérac. Oui. C'est ça. Tout autour. Là, il y a les locaux. Ouais. Autour, il y a des champs. Oui.
Ça n'a rien à voir avec Agrinov ou... Alors oui et non. D'abord pour nous c'était quand même bien et cohérent d'être implanté en milieu rural et en milieu agricole. Donc ça voilà, quand on s'appelle Agrinov, c'est voilà. En plus on est juste à côté du lycée agricole de Nérac qui aujourd'hui fait partie d'un lycée agricole départemental, AgroCampus 47. Donc ça pour nous c'est essentiel. Ça veut dire qu'on a une connexion directe avec tout ce qui se passe en termes de formation à AgroCampus. Et AgroCampus a cette spécificité de pouvoir faire aussi bien de la formation initiale, notamment des lycéens, mais aussi de la formation continue, des salariés qui viennent se former, et aussi tout ce qu'on appelle l'alternance des apprentis qui viennent se perfectionner et qui sont moitié en entreprise, moitié au lycée agricole. Donc ça, pour nous, c'était aussi essentiel. Et en plus de ça, Agrinov, c'est un projet qui a amené à s'étendre, et donc on travaille avec le conseil régional qui est propriétaire des terrains du lycée et le lycée agricole, pour que, à la faveur de la reconfiguration de son exploitation, on puisse aussi s'étendre sur des terres dont ils n'ont plus d'utilité. Donc on est amené aussi à se développer. Et c'est pour ça que c'était important de ne pas être dans la ville de Nérac, mais d'être à côté de la partie urbanisée, pour pouvoir aménager des parcelles et accueillir des entreprises qui, une fois sorties de la pépinière, voudront se développer ou directement arrivent pour construire une usine de fabrication et qui ont donc besoin d'une parcelle pour s'implanter. Et puis comme ça, vous, dans les bureaux, vous avez de belles vues sur la nature, sur le Lot-et-Garonne. C'est un bel endroit pour travailler. Ça, c'est très agréable. Il y a beaucoup de gens qui nous envient de travailler dans un environnement aussi agréable. C'est vrai que ça compte beaucoup et on apprécie énormément ce point positif. C'est vrai. Tournons-nous vers l'avenir maintenant, Hubert Casalis. Vous l'avez dit, il y a des projets pour la Technopole Agrinov. Dites si vous pouvez nous en dire plus. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai mentionné le concours 1 an sur 2 et le forum 1 an sur 2. Donc ce forum, c'est Agri-Novembre. C'est un concours qu'on a créé en 2015, justement dans le prolongement du concours, parce qu'on se trouvait dommage de primer les lauréats du concours et puis qu'il n'y ait pas plus, qu'il aurait, et peut-être aussi des gens qu'on n'avait pas primés mais dont on voulait quand même parler. Et donc le forum, c'est une journée en novembre, puisqu'on l'a appelé Agri-Novembre maintenant. On est coincé jusqu'à... Ou alors il faut le rebaptiser, mais ça n'a aucune importance. Donc chaque année, 1 an sur 2 maintenant, Agri-Novembre, c'est vraiment donner la parole à des gens qui innovent en agriculture, en général avec une thématique particulière. Et en 2026, en novembre, je n'ai pas encore la date, mais j'ai le thème, ça sera l'innovation dans l'élevage. En quoi il y a des innovations dans l'élevage, que ce soit la robotique qui est très importante, que ce soit en termes de bien-être. Et en préparant, on s'est dit que c'était important de parler du bien-être animal, mais qu'il fallait absolument aussi qu'on parle du bien-être de l'éleveur. Parce qu'un éleveur, c'est quelqu'un qui travaille du 1er janvier au 31 décembre, c'est vrai, du lundi au dimanche, et on ne peut pas parler du bien-être animal si on parle pas du bien-être de l'éleveur. Il faut vraiment, et il ne s'agit surtout pas d'opposer l'un ou l'autre, il faut vraiment parler des deux, ça nous paraît très important. Donc Forum Agri-Novembre 2026, ça c'est une perspective. Ouvert à tous ? Ouvert à tous. C'est le choix qu'on a fait. Quelquefois, les gens nous disent « Ah, mais vous devriez choisir votre public. » Non, c'est une journée par an où on ne choisit pas, où on dit il faut vraiment qu'on ait un lieu comme ça, ouvert à tous, gratuit, sur inscription, parce que pour préparer un événement comme celui-ci, on a quand même besoin de savoir s'il y a 150 personnes ou 300. Donc, on demande que les gens s'inscrivent sur Internet. D'autant plus que les élèves de l'AgroCampus sont assez présents aussi. Ça fait déjà beaucoup de monde. Absolument. Absolument. Là aussi, on essaye que ça soit très très accessible pour les lycéens et les étudiants de l'AgroCampus 47, et que ça soit aussi ouvert à tous, aux partenaires, aux chefs d'entreprise, aux citoyens de Nérac ou des alentours qui s'intéressent au sujet. Donc ça, première perspective à court terme. Et puis tout à l'heure, j'en ai parlé, le parc d'activités qui est en train de se développer, de s'aménager, avec déjà 2 entreprises qui construisent leur bâtiment. L'une un bâtiment plutôt, on va dire, de service, et l'autre un bâtiment industriel. Serre France 47, expertise comptable et de conseil historiquement liée à l'agriculture pour le premier d'entre eux, et Babcock Venson. Alors là, je l'entends déjà, on va me dire aucun rapport avec l'agriculture. Babcock Venson, c'est un fabricant de chaudières industrielles, certes, mais c'est un fabricant historique de Nérac qui s'est installé dans l'immédiate après-guerre, dans les tout début des années 50. À l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, ils sont peut-être plus très nombreux, c'était la société Parent. Aujourd'hui, c'est Babcock Venson, c'est un groupe international et qui a une forte appétence pour l'innovation. Et ça, c'est vraiment la deuxième pierre angulaire
de la Technopole. Donc c'était pour nous très très important de garder Babcock à Nérac. Il y a eu beaucoup de travail pour pouvoir les garder, leur proposer un terrain qui convenait vraiment, un terrain de 8 hectares qui convenait à leur attente, puisqu'ils attendent à terme 200 salariés. Donc c'est vraiment un gros projet qui s'installe sur Agrinov et dont on est vraiment très content. Donc, le directeur de la Technopole Agrinov que vous êtes est satisfait, a de belles perspectives d'avenir? Oui. Ce genre de projet, c'est un peu au début, c'est une locomotive qui met du temps à s'élancer et voilà. Et forcément, on passe par des mois où on se dit ouf, c'est un peu difficile. Mais on peut dire que maintenant que la pépinière d'entreprise est remplie, que les terrains se développent bien, que le concours a fait ses preuves, que le forum a trouvé son public. Bon, voilà, il y a quand même une belle énergie. Et puis je voudrais pas oublier de parler aussi, et c'est la 5e, mais je vous promets, c'est la dernière corde à mon arc, c'est le cluster machinisme, qui est un club d'entreprise du machinisme agricole, composé de constructeurs de matériel, ce qu'on appelle des agroéquipementiers, qui a été créé aussi à peu près dans la même période que le concours, vers 2013-2014, avec l'idée que ces fabricants de machines, alors pour le coup plutôt de la grande région, ils avaient les mêmes problématiques et que la mutualisation pouvait leur permettre de trouver des solutions en commun. Donc voilà, c'est un club d'entreprise qui se réunit régulièrement pour élaborer des solutions communes face à leurs difficultés en termes de main-d'œuvre, en termes de création d'outils, de législation, aller ensemble sur un salon professionnel, réfléchir ensemble à une formation où ils pourront envoyer leurs salariés, enfin, voilà, des choses qui peuvent paraître assez basiques, mais qui sont essentielles et qui surtout leur permet de sortir la tête de l'eau, parce que pour des chefs d'entreprise de TPE et de PME, il y a souvent un sentiment de grande solitude et ces moments de réunion, d'action collective, c'est vraiment des respirations dont ils sont maintenant assez friands. Bien sûr, on se sent moins seul comme ça, c'est important. Ouais. Bien, en tout cas, merci à vous, Hubert Casalis. Juste pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur la Technopole Agrinov, est-ce qu'ils peuvent trouver des informations sur Internet? Alors oui, d'autant plus que la refonte de notre site Internet a été finalisée à la fin de l'été. Donc normalement, c'est à jour, www.agrinov-technopole.com. On est également présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook notamment. Et puis, je pense qu'on peut même arriver à trouver un numéro de téléphone et une adresse mail et on sera un plaisir de renseigner vos auditeurs. Eh bien, encore merci. Merci de nous avoir accueillis ici, justement, à la Technopole. Ce fut un plaisir de découvrir votre environnement, d'avoir installé les micros d'Espoir FM chez vous. Merci à vous, Hubert Casalis. Donc, je le rappelle, vous êtes le directeur de la Technopole Agrinov. Merci. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Présenté par Aurélie Véron.